Salut les sportifs, c'est Hermano et vous écoutez le podcast de Nakan. Je suis, comme à mon habitude, sur les podcasts de la série régulière, accompagné non seulement par Greg. Salut Greg. Bonsoir Hermano, comment vas-tu? En retard, mais ça va. On aura peut-être l'occasion d'en discuter, effectivement. N'est-ce pas? Mais Greg, tu n'es pas le seul à être dans cet épisode. Nous avons l'honneur de recevoir Cyril Besson qui va nous en dire un petit peu plus après sur ce qu'il fait. Mais en gros, le sujet du jour va tourner autour de notre palpitant, de notre petit muscle qui nous permet de vivre au jour le jour, si je ne m'abuse. Oui, alors effectivement, Cyril, c'est un spécialiste de la variabilité cardiaque. Donc c'est une mesure spécifique des battements du cœur, mais je ne vais pas m'étaler sur la définition de ça parce que Cyril le fera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Cyril, bonsoir. Salut Greg, salut Hermano. Peut-être pour commencer cet épisode, tu voudrais te présenter et puis expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais au jour le jour et puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette variabilité cardiaque. Parfait, déjà, premièrement, je vais vous remercier pour l'accueil. Je me réjouis de discuter de tout ça avec vous. J'espère aussi que les auditeurs vont bien en ces temps si spéciaux. Je vais faire une présentation de moi-même. Je sais qu'un de vos invités qui fait des présentations de lui-même assez théâtrales, mais j'irai un peu plus simple. Donc, je m'appelle Cyril Besson et je suis scientifique du sport et chercheur pour le Centre de médecine du sport du Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, en Suisse. Je porte 3 casquettes dans le centre. Je suis préparateur physique coach au niveau du testing et du coaching. Donc, on fait des tests de performance puis on accompagne des sportifs dans leurs projets. J'ai une casquette physiologiste où on fait toutes ces évaluations dans le contexte de suivi de patients, donc sur des réponses cardiovasculaires à l'effort. Et puis une casquette chercheur en sciences du sport. Et sur cette partie recherche, je travaille notamment sur l'utilisation de l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque dans l'application concrète et l'intérêt dans un service de médecine du sport et de l'exercice. Je suis actuellement en train de faire un doctorat à ce sujet. Et puis, à titre personnel, je me considérais comme curieux, touche à tout. J'ai été actif comme préparateur physique, surtout dans le hockey sur glace. Je travaille beaucoup avec des sportifs d'endurance. J'ai testé une multitude de sports, avec plus ou moins de succès. Donc, je viens des domaines du science du sport et puis je m'intéresse à la question de l'optimisation des effets bénéfiques du sport sur la santé et la performance, et surtout dans une logique d'individualisation, avec une approche holistique de l'accompagnement du sportif et de sa santé. Donc, comme chacun est unique, les combinaisons et les variantes et des méthodes d'accompagnement, elles sont probablement infinies. Et puis, j'essaye de trouver quelques fils rouges à travers ce puzzle. Très belle présentation, très beau profil, comme on dirait dans le recrutement. Et puis surtout, tu nous as dit beaucoup de mots très savants, donc il va falloir que tu nous détailles tout ça. Tu es sportif au quotidien ? Oui, je fais du hockey sur glace depuis longtemps, j'ai fait du foot longtemps, et puis ça fait plusieurs années qu'à l'intersaison, je me donne un objectif en endurance. J'ai pu faire mon premier marathon il y a 3 ans. Je ne me suis pas réinscrit au deuxième pour l'instant. J'ai fait mon premier triathlon il y a 2 ans. Je ne me suis pas réinscrit à un autre pour l'instant. Mais voilà, beaucoup de plaisir à expérimenter. J'ai fait quelques trails aussi, et puis... voilà, je dirais touche à tout, plutôt en mode curieux qu'en mode expert et performant dans une discipline. Et donc, du coup, les recherches que tu mènes t'aident quand même dans ton quotidien de sportif. Alors oui, après, on verra que l'analyse de la variabilité cardiaque, elle est sous le joug de plein de facteurs d'influence, notamment l'entraînement, et puis que c'est intéressant pour tout un chacun d'essayer de s'intéresser à ses valeurs personnelles. Greg, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ce que je propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on commence directement par une définition de la variabilité de la fréquence cardiaque, aussi appelée variabilité cardiaque. En gros, qu'est-ce que c'est, en essayant de vulgariser au maximum pour que nos auditeurs comprennent. Écoute, oui, moi je pense que c'est une bonne idée et puis c'est un beau challenge, je pense, là qui est posé à Cyril, d'essayer de rendre accessible cette donnée qui, quand il me l'a expliqué la première fois que je suis allé dans son labo, d'abord il a commencé avec des mots que je comprenais et puis rapidement après il a commencé à utiliser des termes avec lesquels j'ai complètement décroché et
pour moi, c'est devenu très rapidement assez abstrait. Donc, effectivement, si tu arrives à nous résumer ça de manière simple et compréhensible, je pense que ce sera déjà une belle victoire pour tout le monde. Sachant que, précisons-le, hein, on est en podcast, donc les schémas, ce n'est pas possible. Ouais, tu peux pas utiliser un whiteboard. Donc, je vais accepter le challenge et puis on verra s'il sera couronné de succès ou pas. Des mots compliqués, on va être obligé d'en rencontrer, donc n'hésitez pas à rebondir Il va falloir les définir. Et puis, on va y aller tranquillement. Donc, on parle de variabilité de la fréquence cardiaque sous un acronyme VFC ou en anglais Heart Rate Variability, HRV. Donc, pour simplifier, je vais parler de VFC ou de HRV pour la suite de la discussion. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu parlais de notre palpitant Hermano. Depuis la 6e semaine dans le fœtus, notre cœur commence à battre et il va battre jusqu'à la fin. Jusqu'à que ça se termine, entre 2 et 3 milliards de fois en moyenne pour les gens. Donc, il a quelque chose à dire. Il est toujours sur on. Et puis, parmi ses fonctions, c'est notamment maintenir l'apport en sang oxygéné des tissus qui consomment de l'oxygène, notamment les muscles, pour pouvoir se contracter. Et puis, comme vous le voyez à l'entraînement en mesurant vos fréquences cardiaques, il s'adapte très vite en fonction de vos besoins. Et puis, quand on regarde notamment au repos comment il agit, il ne bat pas comme un métronome. Il va varier. Donc, son accélération et sa décélération, elle est liée aux influences d'un système nerveux qu'on appelle autonome, ce qui veut dire qu'il est indépendant de la conscience. Ce système nerveux, il va réguler plein de fonctions sans que vous exerciez un contrôle particulier dessus, comme la respiration, la digestion. Et il a la capacité d'activer ou de ralentir ces fonctions. Il est composé de 2 branches. Premier mot, là. L'une appelée orthosympathique. Ah, ça commence. Et l'autre appelée parasympathique. La branche orthosympathique, on va la simplifier en l'appelant sympathique, c'est la branche qui permet d'activer les systèmes. Elle prépare à l'action, elle augmente la vigilance, elle accélère notamment le rythme cardiaque et puis elle stimule par exemple la dégradation des substrats, les carburants qu'on a pour pouvoir avoir l'énergie dont on a besoin pour vivre et pour s'entraîner par exemple. Il est activateur. L'autre, c'est le parasympathique. Lui, il est modulateur, calmant, il ralentit la fréquence cardiaque, il contrôle la régulation de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est simplement la définition de l'équilibre du corps, donc, la manière dont le corps se stabilise. Donc, s'il n'y a pas de parasympathique, le corps n'est pas stable et puis on peut aller vers des problèmes de santé, par exemple. Donc, il agit notamment, c'est pour ça que c'est notamment intéressant dans le sport, sur les capacités de récupération et de resynthétisation des substrats énergétiques. Finalement, c'est juste la reconstruction des réserves. Par exemple, vous en avez parlé probablement dans vos podcasts, par exemple la reconstitution des stocks de glycogène, fameuse réserve de sucre. On a une partie action et lutte et une partie calme-repos. On peut les voir comme 2 pédales sur un véhicule, une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Et puis dans une journée, ce système il a des effets sur les fonctions biologiques en fonction d'une multitude d'influences. Ça veut dire que si vous vous entraînez, le sympathique va être activé notamment pour accélérer le cœur. Si vous vous endormez, on aura le parasympathique qui va activer. Puis c'est toujours un système qui bouge en parallèle. La variabilité de la fréquence cardiaque, elle reflète donc l'interaction complexe entre ces deux branches du système nerveux. Et puis elle fait varier le cœur. Derrière l'analyse de la fréquence, l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est avoir une idée de l'importance de l'activation de ces 2 branches sur le corps. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que ça va? Ça va. Alors, il faut quand même que je raconte à nos auditeurs ce que je suis en train de vivre. Moi, je suis derrière mon écran, on est chacun derrière son écran. J'ai à ma gauche Cyril qui a quand même pris des notes, donc on voit qu'il est très concentré dans ce qu'il nous raconte, mais pour toi, c'est du quotidien. Et de l'autre côté, on a Greg qui a la tête baissée et qui est en train de prendre des notes.
C'est vraiment magnifique à voir. Franchement, je passe un épisode splendide. J'apprends beaucoup de choses et je vois tous les deux extrêmement concentrés. C'est magnifique. Oui, c'est sûr, parce que là, on a une quantité d'informations qui arrivent en même temps. Et puis, je pense que pour la suite de l'épisode, ça va être important de bien comprendre cette première partie. Donc, c'est pour ça que, effectivement, tu me voyais concentré. Je voulais juste vous dire que là, j'ai juste servi l'apéritif. Il va falloir s'accrocher encore un petit peu. Mais au final, ce sera très clair, quoi. Donc, la technique, elle a été développée dans les années 60. L'idée, c'est de récolter le temps en millisecondes entre les battements cardiaques et puis faire une analyse mathématique dessus. On verra comment on le fait plus tard. Il y a eu une multitude d'applications. C'est parti de la cardiologie, du suivi des fœtus, donc de l'obstétrique. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Mais après, dans le suivi des fœtus, et puis en cardiologie, puis on a commencé à observer que quand le temps entre les battements cardiaques commence à moins varier, donc quand le cœur se rapproche d'être un métronome avec le même temps entre chaque battement, c'était mauvais signe et ça prédisait des événements graves. Il y a eu plein d'études où on a pu lier ça à des états de fatigue, ça, c'est pour ça que c'est intéressant dans le cadre du sport, mais c'était lié au diabète, à la fumée, à l'obésité, à l'hypertension, au burn-out. Et puis, quand on regarde la variabilité de la fréquence cardiaque chez certaines populations, on peut observer qu'elle est différente de celle de sujets sains, par exemple. Donc, dans les faits concrets, je disais, c'est bien une analyse des changements en millisecondes qui se passent entre chaque battement. On va dire, pour quelqu'un qui bat à 60 battements par minute, la moyenne du temps entre les battements, c'est 1 seconde, donc 1000 millisecondes. Si entre chaque battement, on a 1000 millisecondes, 1000, c'est malheureusement une personne qui est décédée ou juste avant son décès, on va dire. Un cœur sain, c'est un cœur qui varie, donc on va observer 1100 millisecondes, 950 millisecondes, 1125, 970, et puis c'est différent ce système de variation, il est différent chez tout le monde, puis il est différent sous plein de conditions. Donc ça nous renseigne à quel point la fréquence cardiaque elle est variable et donc adaptable. Un cœur qui varie beaucoup, c'est un cœur qui permet de s'ajuster à différentes sources de stress, ça lui donne une capacité d'adaptation plus élevée que s'il variait moins. Donc si j'en tire une conclusion rapide, ça veut déjà dire que on pourrait définir qu'un sportif est bien entraîné quand il a une variabilité cardiaque qui est importante, c'est-à-dire que son cœur est loin d'être un métronome, mais qui sait facilement s'adapter. En plus, corréler tout ça au fait que moins il a de battements par minute, donc plus sa fréquence cardiaque, notamment au repos, est basse, et plus il va être en forme. Alors oui, après, on peut avoir une fréquence cardiaque basse et peu de variabilité. Après, tu as raison, il y a une corrélation entre le niveau d'entraînement et l'importance de cette variabilité cardiaque. Quand on regarde la variabilité cardiaque des sportifs d'élite, elle est largement plus élevée que les sportifs amateurs ou des personnes sédentaires. D'où cette bonne vieille mesure qu'après un effort, on regarde la fréquence cardiaque à la récupération après 1 minute et après 3 minutes. Non. Bon. On parle de toute autre chose. Donc là, tu parles de récupération de la fréquence cardiaque. On parle de heart rate recovery. Et on parle purement des battements cardiaques. Là. On ne parle pas d'analyse ou d'analyse statistique de la variabilité de ces battements. D'accord. Je pensais que cette faculté de récupération venait en relation avec la variabilité cardiaque, donc le fait que le cœur puisse s'adapter facilement à telle ou telle situation. Pour préciser, oui c'est le cas. Non, oui, c'est le cas. Post-effort, on parle de réactivation parasympathique, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque va descendre en fonction de la vitesse de retour de la branche parasympathique pour calmer le système. On a des gens qui ont une mauvaise fréquence cardiaque de récupération parce que la partie parasympathique du système est fatiguée ou non performante, et puis ça, c'est lié soit à un état de fatigue ou soit à un potentiel problème de santé. Mais alors effectivement, en résumé, il y a vraiment 2 mesures différentes. Il y a la fréquence cardiaque, donc le nombre de fois que le cœur va battre par minute.
Par convention, on le mesure par minute. Et puis, il y a la variabilité cardiaque, c'est, comme tu le disais, l'espace de temps qu'il va y avoir entre chaque battement cardiaque. Et puis ça, comme tu l'as dit, plus cet écart en millisecondes entre chaque battement varie au fur et à mesure des battements, plus ça veut dire qu'on est en bonne santé et potentiellement bien entraîné. Exactement. Donc, l'entraînement, c'est un stress qui a pour but de fatiguer le corps pour qu'il s'adapte. Mais trop de fatigue ou une fatigue mal organisée, ça va induire une stagnation, au pire une baisse de performance. Là, on va retrouver des termes de overreaching. En français, on parle de surentraînement. Alors voilà, l'overreaching, ce serait la première étape du surentraînement. Donc c'est une fatigue attendue, on va dire. Après, on parle d'overreaching non fonctionnel, où là, on aura une stagnation des performances, une accumulation de fatigue qui va être limite. Et après, on peut basculer dans le surentraînement, donc overtraining. Et puis, on aura un très fort lien entre les réponses en variabilité cardiaque et ces états de fatigue. La recherche sur cette méthode-là dans le sport, elle est vraiment liée à ça, à cette gestion de la fatigue. Dire, OK, on va faire un camp d'entraînement. On sait qu'après notre camp d'entraînement, la variabilité cardiaque sera influencée vers le bas parce qu'il y aura un phénomène de fatigue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser l'entraînement aussi comme stimulant de l'activité parasympathique ou stimulant de l'activité sympathique en fonction de l'intensité de l'entraînement. Si par exemple on fait des sprints ou si par exemple on fait une sortie longue, on aura des effets sur le système nerveux, par exemple le lendemain matin, qui sont différents, mais on reviendra là-dessus. Je pense qu'on a pu dire à peu près ce que c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Je ne sais pas si vous avez une question là-dessus, ou si vous pensez qu'on va mettre le podcast à la poubelle déjà, parce que c'est absolument inatteignable. Non, moi je pense que ça a bien défriché un petit peu le terrain. Après, je me pose la question de savoir, parce que tu as commencé à toucher un tout petit peu des choses que j'aime bien, c'est des applications concrètes de ça dans notre vie de sportif. Et effectivement, on se rend compte assez rapidement dans ton explication que pour un sportif, la mesure de cette variabilité cardiaque et puis l'interprétation de ces données va avoir un potentiel important dans les mesures qu'on peut faire tous les jours pour le suivi de son entraînement. Et puis, en particulier, tu as dit que rapidement, on pouvait identifier de l'overreaching ou de l'overtraining, donc du surentraînement, ou en tout cas de l'entraînement qui ne va pas dans la bonne direction, et puis des prémices de surentraînement, grâce déjà à la variabilité cardiaque. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'important et d'intéressant. Alors exactement, et puis c'est vraiment passionnant. On verra que c'est sous le joug de pas mal de limites, puis que c'est très prometteur d'en parler comme ça. Et on remettra ça en contexte, mais on va dire, la principale application, elle est vraiment dans un affinement de la charge d'entraînement en fonction des réponses de fatigue qu'on aura. Et puis on verra par après qu'on peut se mettre dans un nouveau paradigme d'entraînement qui peut être indépendant d'une planification stricte, et puis de moduler la planification en fonction de ces valeurs-là. Oui. Donc là, toi, tu parles de variabilité cardiaque et d'interprétation des résultats, mais peut-être avant d'interpréter les résultats de la variabilité cardiaque, il faut la mesurer. Et oui, c'est ça. C'était la question que j'allais poser, puisque toi, tu parles d'application concrète de cette mesure de la variabilité cardiaque dans notre entraînement et dans l'identification des différentes phases, notamment celle qui va mener vers le surentraînement. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer cette variabilité cardiaque ? Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que 95% des sportifs maintenant ont un cardiofréquencemètre et peuvent mesurer les battements par minute, mais comment est-ce qu'on mesure justement cette donnée précise de la variabilité cardiaque ? Alors parfait, juste avant de préciser la méthode, je voulais juste mettre un petit contexte sur les raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à cette méthode. Ils sont justement notamment que 95% des sportifs ont probablement un cardiofréquencemètre chez eux. Donc, dans le corps, on peut vraiment tout mesurer actuellement, que ce soit du sang, les gaz, de l'urine, les salives ou des fréquences. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais pour moi, il me manquait un outil pratique. Tu le disais, Greg, sur qu'est-ce que ça implique pratiquement, avec une mesure objective de la fatigue.
ça vient aussi de mon expérience en se disant mais qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour avoir ces indices-là, parce que payer une prise de sang pour savoir si on est surentraîné, c'est onéreux, c'est invasif. Et puis, il y a des choses intéressantes à dire, mais je ne trouvais pas justement cette application pratique et puis ouverte à tous que je cherchais. Puis c'est difficile de se faire une prise de sang avant, pendant et après l'entraînement, ou au moins une fois par jour, quoi. Exactement. Donc, chercher un outil qui était sensible au changement, avec un feedback rapide, qui était facile à faire, qui était peu coûteux, non fatigant, non invasif, et valide et fiable. Et puis, j'ai trouvé dans la variabilité cardiaque un bon compromis, parce que le seul besoin qu'on a pour mesurer sa variabilité cardiaque, c'est une ceinture d'un cardiofréquencemètre. On s'intéresse donc à la contraction entre les battements. Et puis, ces cardiofréquencemètres, c'est 2 électrodes qu'on pose sur notre thorax. Et on a des excellentes corrélations avec les mesures médicales de ce temps qu'on a entre les battements qu'on fait avec un électrocardiogramme. Et puis, avec une simple ceinture qui coûte quelques dizaines de francs, on sait qu'on peut avoir des mesures précises de ce temps entre les battements cardiaques. Donc, la facilité d'acquisition, elle m'a intéressé, puis c'était pour moi un bon compromis. Une question quand même, là tu parles de ceinture cardiaque, est-ce que ça veut dire que les cardiofréquencemètres qui ont un capteur optique peuvent aussi mesurer cette variabilité cardiaque? Greg, ne rigole pas, je sais que tu as déjà émis de gros doutes sur la capacité d'avoir des données correctes, mais déjà, est-ce que l'information plus ou moins peut être sortie de ces outils, même si elles ne sont pas forcément correctes? Alors, ça dépend de quelle position on se place, si on est fournisseur de ce matériel ou si on est chercheur. Pour moi, aujourd'hui, c'est clair à 100%, je ne fais pas d'analyse de variabilité cardiaque avec les capteurs transcutanés de photoplétismographie. Ouais, c'est ça le terme donc, de cette mesure de la fréquence. Les capteurs cardio-optiques au poignet, ouais. Quoi. En gros, pour faire simple. Donc, l'idée, il faut se dire qu'on mesure donc quelque chose de très précis et on a un signal électrique qui vient du cœur. Avec une ceinture de cardiofréquencemètre, on peut mesurer ce signal électrique. Avec un capteur cardio-optique au poignet, on mesure une modification de lumière à travers la peau. Et pour moi, c'est très compliqué de se dire qu'on peut être précis à la milliseconde près sur ces capteurs-là. Donc, on va pouvoir trouver des appareils qui sont vendus comme permettant de faire des analyses de la variabilité de la fréquence cardiaque avec ces capteurs-là. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas confiance à cela. Ça manque de précision pour la sensibilité qu'on veut avoir. Dans le concret, quand je teste ces capteurs et que je les compare à des ceintures, j'ai parfois des écarts de 20 battements en fréquence cardiaque. Donc on se rend compte que quand il a un écart de 20 battements, je ne vais pas lui faire confiance sur une mesure en millisecondes entre chacun de mes battements, honnêtement. Donc la première recommandation très concrète qu'on peut donner aujourd'hui dans ce podcast, Cyril, c'est si vous voulez vous amuser à faire des mesures de variabilité cardiaque et commencer à utiliser cette donnée, c'est investissez dans une ceinture cardio pour la coupler à votre montre. Exactement. Alors du coup, comme on est dans la technique, est-ce qu'il y a des ceintures qui en valent d'autres ou globalement les données sont relativement fiables, quelle que soit la marque ou le modèle? Alors, ça c'est plutôt pour Greg peut-être. Je sais pas si on peut donner des modèles. On peut parler de marques et de modèles. Y a pas de problème. Nous, on n'est pas soumis à des quelconques réglementations, restrictions par rapport à ça. On rappellera à nos auditeurs que en tout cas, pour cette première et cette deuxième saison, on n'a pas de sponsoring ou de rentrée d'argent quelconque par rapport aux marques ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on le dirait assez rapidement. Donc, on est très libre de parler de tout ça. Parfait. Donc, moi, j'avais fait quelques tests et puis les dernières ceintures, notamment celles qui sont liées aux montres plutôt haut de gamme, on aura Polar H7, H10, ça, il y a zéro souci. Il y a les Cardiosport, qui sont une marque un petit peu moins chère, qui fonctionne bien aussi. La ceinture Garmin fonctionne très bien aussi. Chez Suunto, sur la dernière, il y a 2-3... C'est pas aussi stable, mais sur les anciennes Suunto, c'était parfait. Par exemple, j'avais utilisé une fois un ticker de Wahoo, je crois. Et là, on avait beaucoup d'artefacts.
Donc le signal était pas précis. Donc on va dire globalement la technologie des grandes marques, elle est utilisable pour ça. On verra par la suite que c'est une des premières choses à faire, c'est s'assurer que le signal est de bonne qualité pour faire des bonnes interprétations. Et encore une précision, avant que tu reprennes, la différence de fiabilité, d'efficacité de ces capteurs thoraciques, cardiaques, versus un ECG. Alors, il y a des études qui montrent des très très bonnes corrélations. Donc, c'est vraiment validé contre l'électrocardiogramme. Et puis, il n'y a aucun problème pour utiliser ça en pratique. Donc, si je reprends comment on va la mesurer, on va d'abord faire l'acquisition du signal, ça veut dire on va enregistrer le signal de fréquence cardiaque pendant un moment et mesurer ces intervalles entre les battements cardiaques. On va ensuite extraire les données. Il s'agit donc juste une suite d'intervalles en millisecondes. Éventuellement les filtrer si la ceinture a un peu bougé, s'il y a eu des problèmes de connexion, on va enlever les artefacts. Et puis on va appliquer divers traitements statistiques afin de sortir des chiffres qu'on va essayer d'interpréter. Et là, on va venir sur une partie un peu plus technique. Donc, si vous voulez vous accrocher encore, vous pouvez vous accrocher encore plus fort. Donc, le cœur, il bat tout le temps. Donc, on doit se poser la question quand est-ce qu'on la mesure, cette variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, il y a plusieurs méthodes qui existent. On peut faire des analyses longues, par exemple enregistrer pendant 24 heures. On peut faire des analyses pendant le sommeil. On peut faire des analyses courtes, 5 minutes. Et quand on parle de HRV ou de VFC, c'est toujours un contexte où il y a eu une méthode, il y a eu un contexte où on l'a enregistré. Aussi, on peut appliquer différents traitements mathématiques pour sortir une multitude de chiffres. On peut aussi mesurer au repos en position couchée, en position assise, en position debout. Et en fait, on peut sortir des centaines et des centaines de chiffres de variabilité cardiaque presque tous les jours. Donc, c'est pour ça que c'est une des limites aussi, c'est que on peut lui faire dire n'importe quoi. Il faut toujours réfléchir au contexte dans lequel on mesure cela. Moi, personnellement, j'ai jeté mon dévolu sur une méthode où on mesure le matin au réveil, à jeun, au repos, après avoir été aux toilettes, 5 minutes couché et 5 minutes debout. L'idée, c'est de poser la question comment le corps se régule avec des stimuli minimaux. Donc, on s'attend que le matin, il y ait eu moins de stimuli. Juste une question toute bête, mais pourquoi après avoir été aux toilettes? Parce que la vessie pleine active le système sympathique. D'accord. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, votre variabilité cardiaque sera plus basse. Ok. Donc, après, on aura 2 familles d'analyses. On a des analyses temporelles qui donnent un aspect quantitatif. Voilà, combien il y a de variabilité dans le signal. Et puis, tu le disais, Greg, on va s'intéresser déjà à la fréquence cardiaque moyenne. Voilà. Est-ce que la fréquence cardiaque, on va déjà garder ce chiffre. Et puis après, on va regarder la déviation standard des intervalles. Enfin, c'est un marqueur appelé SDNN. C'est à quel point la distribution des intervalles elle est large, donc variable. Et voilà, est-ce que les intervalles sont très différents entre eux? Et surtout, on va parler d'un indice qu'on appelle le RMSSD, le Root Mean Square of Successive Difference, qui est en fait la moyenne des différences successives entre les battements cardiaques. Si le RMSSD est grand, c'est que les intervalles sont très inégaux à la suite. Ça veut dire qu'ils varient beaucoup. Ce RMSSD, on sait qu'il est fortement lié à l'activité du système parasympathique, donc calmant. Et on verra que la majeure partie des solutions posées dans les applications et puis dans les montres actuellement, elles se basent sur ce RMSSD notamment. Il est assez stable, il a une reproductibilité qui est assez bonne, cet indice-là, donc ces constructeurs se sont appropriés pour faire la majeure partie de leur algorithme. Donc parmi tous les chiffres qu'on peut mesurer en variabilité cardiaque, celui-là sera le plus accessible au public. Je vous tiens toujours. Ouais. Parce que la suite, c'est un petit peu plus compliqué. On va faire des analyses fréquentielles. Ça va nous donner un aspect quantitatif aussi de la variabilité, mais aussi un aspect qualitatif. Ce qu'on veut là derrière, c'est avoir une idée de l'importance des 2 branches du système nerveux autonome dans le signal. Voilà. Est-ce que dans mon signal, est-ce que le parasympathique est dominant, par exemple, ou pas?
Donc on sait que certaines fréquences qui sont présentes dans les signaux de fréquence cardiaque, elles sont exclusivement liées au tonus parasympathique, à l'activité parasympathique. On parle de haute fréquence, ça si on fouille un peu dans les applications, on va retrouver ce terme HF. Donc par rapport avec un traitement mathématique, on arrive à connaître l'importance de certaines fréquences dans le signal de la fréquence cardiaque, qui quand on le regarde est visuellement assez chaotique. Et on va séparer les hautes fréquences des basses fréquences. Là, quand on fouille un peu, on va trouver ce terme low frequency, LF, qui contiennent les influences, pas exclusivement, mais notamment les influences du sympathique. Et puis là, c'est un important point méthodologique. Pour avoir des valeurs fréquentielles fiables, il faut un signal stable d'au minimum 4 à 5 minutes. Avec les analyses fréquentielles, on a donc une idée de l'importance de l'activation des deux branches du système nerveux autonome. C'est un marqueur, bien sûr, indirect, ce n'est pas directement une mesure du système nerveux autonome, mais on peut avoir une idée de l'importance des deux branches du système sur la régulation de la fréquence cardiaque. OK ? OK. Parce que là, on suit. On s'accroche, mais on suit. Ce qui est très important, c'est toujours se dire, OK, quelle question je pose et dans quel contexte. Nous, on pose la question, OK, quand je me lève 5 minutes couché le matin, comment ma fréquence cardiaque se régule sans autre stimuli? On fait la mesure, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'écran ou autre, on reste simplement couché dans son lit, dans des conditions super calmes. Si on fait l'analyse, l'hypothèse, c'est que dans ce contexte-là, le corps, il est reposé. Et on s'attend à une dominante du système parasympathique dans le signal, donc une dominante des hautes fréquences. Si vous faites un entraînement par intervalle, la veille, par exemple, quelque chose de très lactique ou très intense, vous faites une mesure de variabilité cardiaque le lendemain, votre corps, il sera toujours en mode récupération par rapport à cet entraînement-là. Et ce qu'on peut observer, c'est par exemple une baisse du parasympathique et une augmentation du sympathique. Et ça vous donnera un type de fatigue. Et c'est là qu'on a l'aspect intéressant des analyses fréquentielles, c'est vraiment amener cet aspect qualitatif. Alors là, tu m'as perdu parce que tu nous as dit tout à l'heure que le système parasympathique intervenait justement dans le fait de calmer cette fréquence cardiaque, de calmer le système nerveux. Et maintenant, tu nous dis que si on fait un entraînement en intervalle la veille et qu'on mesure le lendemain, c'est plutôt le sympathique qui est plus élevé et le parasympathique qui l'est moins. Moi, j'aurais plutôt imaginé que justement, comme on était encore sous l'influence de l'entraînement de quelques heures avant, ce serait le parasympathique qui serait prépondérant puisqu'il essaierait de calmer tout le système nerveux. Alors, oui, tu as raison. Mais c'est justement là que c'est intérêt de faire le suivi de cette variabilité cardiaque, parce que justement, on va s'attendre à ce que des fois elle baisse, notamment en fonction de la charge d'entraînement. Et vu que l'entraînement, par exemple par intervalle très intense, il a un effet fatigant qui va durer plusieurs heures, c'est fort possible que si tu t'entraînes très intensément, le lendemain, ton système il est toujours fatigué et on va le voir sur cette fréquence cardiaque. Mais peut-être que 2 ou 3 jours après, on aura de nouveau une dominante parasympathique, ce qui nous informera que ton corps est reposé et a bien digéré la séance. Dans les applications concrètes, parce que vous serez rendu compte que moi, je veux du concret, que je veux des trucs que je peux utiliser chez moi pour le savoir. Donc, le protocole de test que tu nous as donné, Cyril, si je ne me trompe pas, c'est l'implémentation exacte de ce qui est nommé le test orthostatique sur les montres Polar, notamment qui équipent la Polar Vantage V. C'est exactement ce protocole, c'est-à-dire de prendre une mesure de RMSSD d'abord couché, et puis ensuite on se lève debout, et puis ensuite, lui, en fait, tous ces calculs savants que tu nous as dit qu'il fallait faire, de mesurer les différentes valeurs, les moyennes de valeurs d'intervalle, etc. Tout ça, lui, il fait le boulot et puis il nous donne un indicateur relativement simple à interpréter pour un athlète. Alors, exactement. Donc, chez Polar, il y a Vantage, il y a la V800, M460 aussi, qui propose le test orthostatique. Il vous demande d'être dans un environnement calme et de vous coucher 3 minutes et de vous lever 3 minutes. Donc, on voit par rapport à ce que j'ai dit que la durée, elle est plus courte
Là-dessus, on ne pourra pas faire d'analyse fréquentielle. Donc, on aura juste une analyse temporelle. On aura une fréquence cardiaque moyenne et le RMSSD. Le RMSSD il est fortement lié à l'activité du parasympathique, comme on l'a dit. Et la valeur de RMSSD couché, c'est un très bon indicateur de l'état de fraîcheur. Concrètement, le suivi de ton RMSSD, il va évoluer avec ta charge d'entraînement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ta variabilité cardiaque est sous l'influence de plein d'autres choses, comme on l'a dit. C'est-à-dire, si tu commences à tomber malade, ton corps, le système sympathique sera un peu activé, il y aura un stress dans le corps, et ta variabilité cardiaque, ton RMSSD risque de descendre aussi. Par rapport à Polar, moi je suis un peu perplexe sur le RMSSD debout. Je vois peu de conséquences d'interprétation sur l'entraînement ou sur des conseils qu'on peut en faire, en sachant que debout, on pose une autre question physiologique, c'est comment le corps se régule face à la gravité. Et il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Ce qui est important là par rapport au concret, c'est vraiment le protocole, il est le même quand on fait du short terme, quand on fait des mesures à court terme. Il faut toujours dire que je pose la question dans quel contexte, et le meilleur contexte, c'est soit la nuit, soit le matin sans autre stimuli. Ça veut dire que si vous buvez 4 cafés, par exemple, la caféine, c'est un activateur du système nerveux autonome, c'est un activant. Puis vous faites la mesure de variabilité cardiaque 20 minutes après, vous allez avoir l'influence du café dans l'analyse et puis un biais d'interprétation. Donc voilà, très concrètement, parce que sur les bonnes pratiques, moi je suis très rigoureux aussi. Moi je pense qu'on peut déjà en parler. Si vous voulez faire des bonnes mesures de variabilité cardiaque, c'est vraiment le matin à jeun après avoir été aux toilettes. Il faut que la ceinture soit bien humide, que votre peau soit un petit peu nettoyée et que la ceinture soit vraiment bien posée pour qu'on ait le moins d'artefacts possible. Et puis, voilà, pas de thé, pas de café. On peut faire les mesures en étant malade aussi, c'est vraiment intéressant de le faire. Donc vraiment, on se réveille, on va aux toilettes, on prépare la peau, on met la ceinture, on lance la montre ou l'application qui récolte ça. On se met dans des bonnes conditions. Il ne faut pas que le chien vienne gratter à la porte. Il ne faut pas que les enfants commencent à crier autour. Il ne faut pas que l'épouse ou que le conjoint commence à jouer dans le lit. Exactement. Et puis là, on va rencontrer un des biais d'utilisation, c'est qu'en fait, ça vous demande du temps le matin. 10 minutes, ça peut être long aussi. Et puis, il y a des gens, ils adhèrent pas tellement par rapport à ça. Après, l'idée, c'est vraiment ce qu'a fait Polar, Garmin, c'est vraiment implémenter une des méthodes les plus simples de variabilité cardiaque qui prend pas beaucoup de temps à mesurer, puis qui peut être accessible facilement au public. Alors, juste une précision, parce que tu disais tout à l'heure que cette mesure, elle est disponible sur la Vantage V, sur la V800 et sur la M460. Ouais, M460, c'est un compteur cycliste, mais effectivement, cette mesure, elle est aussi disponible dessus. Ouais. Mais ça veut dire, à condition qu'on utilise le capteur thoracique, ou sur la Vantage V, on l'a aussi avec le capteur cardio-optique. Alors c'est une bonne question. Je pense que Greg en sait plus que moi. À la sortie de la montre Vantage V, Polar obligeait le port de la ceinture cardio H7 ou H10 pour réaliser le test. Je crois que maintenant, le test est disponible aussi avec le capteur cardio-optique de la Vantage, mais si les auditeurs ont tenu le fil au cours de la première partie de cet épisode, ils sauront qu'il ne faut pas utiliser cette méthode-là. Ouais, non, mais c'est pour ça que je demandais les précisions et qu'on le reprécise encore. Si vous voulez avoir une bonne mesure de la variabilité cardiaque, n'utilisez pas votre capteur cardio-optique. Oui, c'est ça. Donc on a parlé de l'implémentation chez Polar. Je ne sais pas si tu voulais encore aborder cette question de la mesure et puis de comment tu interprètes ça au niveau mathématique, je dirais, Cyril, ou bien si tu veux maintenant aborder cette question de l'application concrète sur laquelle j'ai peut-être foncé un petit peu tête baissée un peu rapidement dans tes explications.
Non, mais tu as raison. On va passer aux choses plus concrètes. Attends, C'est important. Vas-y. moi j'ai encore une question, mais vraiment pratique, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques chez moi, et donc on est déjà passé par l'épreuve du Holter. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas le Holter, en gros on vous met un ECG et vous le portez pendant 24, 48, 72 heures. Est-ce que justement dans ces mesures avec un Holter, on mesure aussi la variabilité cardiaque, ou c'est vraiment un ECG, enfin, j'ai envie de dire classique, j'en sais rien en fait, à quoi ça correspond un ECG? Alors oui, avec un Holter, tu auras ce temps en millisecondes entre les battements et tu pourras faire des analyses variabilité cardiaque. Ok. On va dire l'indication principale à porter un Holter, c'est d'abord regarder s'il y a des troubles du rythme, qui seraient des anomalies électriques de l'activation du cœur, et puis ça influencerait la variabilité cardiaque. Mais là, on rentre dans un autre domaine sur la santé cardiaque. Mais oui, avec un Holter, on peut faire ça. Ok. Bon, messieurs, je vous laisse retourner sur le sujet et notamment les applications pratiques. Alors, les applications pratiques, et puis on va parler aussi des limites, justement. C'est un outil qui va essayer d'aller un peu plus loin que le réductionnisme, juste voir un chiffre et puis dire, OK, c'est noir, c'est blanc, je fais ci, je fais ça. C'est une aide à la réflexion. Et puis, si on utilise la variabilité cardiaque, il faut vraiment prendre une approche systémique. Ça veut dire, OK, je vais m'entraîner, j'ai ma vie de tous les jours, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai d'autres sources de stress, j'ai la manière dont je me nourris, j'ai la qualité de mon sommeil, etc. Et tout ça aura une influence globale sur l'état énergétique. Et on va faire la planification de notre saison, on va prévoir peut-être un camp d'entraînement, on sait qu'on aura des cycles de surcharge, des semaines de récup, et puis on va se lancer dans le plan. Et puis régulièrement, on va faire ces analyses variabilité cardiaque. Et puis, pratiquement, moi, ce que je conseille, c'est de le faire 1 ou 2 jours après du repos. Donc, soit un entraînement très tranquille, soit un vrai jour de repos. Parce qu'on veut poser la question, comment mon corps se régule sans la fatigue d'un entraînement récent. Et en fait, avec toutes les influences qu'on peut avoir à côté, on pourrait avoir une baisse du RMSSD, par exemple, ou un état de fatigue type visible. Et après, l'approche systémique, c'est de se dire, OK, je fais mon test, il me donne une information sur l'état de fraîcheur ou l'état d'équilibre. Qu'est-ce qui a amené ça? Et qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que, OK, là, je vois que mon RMSSD baisse, mais la semaine prochaine, j'ai une énorme semaine d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? OK, je refais la mesure un jour, 2 jours après, c'est stable, mais ça baisse un petit peu encore. Et puis là, je vais sur, je sais pas, une double sortie énorme sur le week-end. Bah là, on a quand même un drapeau orange qui s'agite en se disant non, mais le corps est en état de stress, et de lui mettre une énorme surcharge maintenant, c'est peut-être pas opportun. Et là, on a une planification qui devient dynamique, qui est même dynamique au jour le jour. Et là, on a un aspect concret, mais ça change un peu l'approche de l'entraînement et de la planification. J'ai déjà entendu que le meilleur outil du planificateur, c'est la gomme, comme on dit. Ça permet une réflexion un peu plus fine en prenant en compte d'autres éléments de la vie de tous les jours que l'entraînement. Alors pour autant que, comme tu l'as dit, on respecte un protocole qui soit toujours le même. Au réveil, à jeun, après avoir été faire son petit pipi, 5 minutes couché, 5 minutes debout. Moi, ça me fait beaucoup penser, ce que tu viens de dire, à un épisode qu'on a fait très récemment avec le doc Denis Boucher, qui nous dit qui nous enjoint à tout noter. Noter toutes les circonstances dans lesquelles on s'entraîne, noter aussi toutes les circonstances. Les facteurs externes qui peuvent avoir influencé notre performance ou notre ressenti, notre bien-être ou autre. Donc en gros, ça pourrait aussi être un outil que l'on mesurerait, alors tu l'as dit, ça demande 10 minutes, un quart d'heure le matin, mais ça pourrait être un outil qu'on mesurerait au quotidien et qui nous permettrait d'avoir un état de forme ou éventuellement une alerte sur un état de forme qui n'est pas celui qu'on croit avoir. Alors exactement, c'est aussi ça qui me plaît dans la méthode, c'est que ça vient du système nerveux autonome et donc c'est inconscient. C'est-à-dire que la personne ne peut pas tricher, elle ne va pas pouvoir consciemment avoir une meilleure variabilité cardiaque pour satisfaire un entraîneur, par exemple. Mais alors, est-ce que tu dis que c'est pas conscient, mais est-ce que le fait de, par exemple, méditer pendant cette mesure ou de se concentrer pour abaisser son rythme cardiaque ou changer sa respiration, avoir une respiration beaucoup plus posée,
peut-être même, en fait, méditer, se concentrer sur sa respiration pourrait avoir un impact sur cette mesure ou c'est vraiment totalement inconscient et on ne peut pas avoir d'impact conscient sur cette mesure? Non, t'as pas un impact confiant direct, mais le contexte a un impact. Et effectivement, ce que tu dis, la méditation, faire des respirations lentes ou amples, ça a une influence sur la variabilité cardiaque. Donc, on peut essayer de tricher un peu dessus. L'idée, c'est vraiment toujours prendre un peu le recul puis dire c'est quoi le contexte. Ok, je veux juste poser la question comment mon corps se régule sans autre stimuli. Donc, si vous commencez à conscientiser ou à rythmer la respiration, il y a un stimuli. Après, on peut utiliser la méditation. On le verra si par exemple on a une baisse du parasympathique. C'est là où on revient sur l'approche systémique. Okay, je sais que, par exemple, une des remédiations que je peux faire par rapport à mon état de fatigue ou mon RMSSD qui baisse, c'est modifier ma charge d'entraînement. Mais je peux faire plein d'autres choses à côté. Je peux essayer d'améliorer mes conditions de sommeil. Je peux, par exemple, aussi méditer. Et on sait que la méditation, c'est un activant du système parasympathique. Donc, ça apporte une dose de calme. Voilà, sur ta journée de 24 heures où ton cœur bat non-stop, ça te donne une plage dans la journée où tu laisses l'activité parasympathique revenir. Et donc, avoir une potentielle influence sur la récupération ou sur la fraîcheur. Alors, si je pouvais pousser le vice de la question, et je pense que si notre grand consultant suprême, Denis Boucher, auquel tu faisais référence tout à l'heure pour la présentation un petit peu rocambolesque, était là, il apprécierait très certainement parce que c'est aussi un adepte de cette technique. Est-ce que tu crois que l'hypnose aussi pourrait avoir un impact, et notamment dans le fait que l'hypnose te permet d'avoir un état conscient de l'inconscient? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Je te comprends et je vais te dire oui tout de suite. Donc, c'est vraiment... voilà, l'hypnose, on peut la faire de plein de manières différentes, mais on peut la faire pour essayer de venir activer le système parasympathique. Et puis, en gros, c'est vraiment sur la base d'un chiffre, je vais réfléchir à mon équilibre énergétique. Qu'est-ce que je peux faire pour l'influencer? Et qu'est-ce que je peux faire pour l'influencer? J'ai un catalogue. J'ai une partie entraînement, mais j'ai une partie soins, ça peut être de l'hypnose, une partie récup, ça peut être de la méditation. Il y a des études sur la cryothérapie, il y a des études sur certains types d'alimentation qui influencent aussi le système nerveux. Et l'idée, c'est de fouiller un peu là-dedans, en sachant qu'il y a certaines remédiations qui ont un effet beaucoup plus grand que d'autres. Si tu fais 2 minutes de méditation, ça aura un effet assez faible. Mais le plus intéressant, puis ça, je pense que ça vous est cher aussi, c'est qu'un des plus grands stimuli qu'on peut faire pour le système nerveux parasympathique, si on veut booster la récup, c'est faire de l'endurance de base. Ah, cette fameuse endurance. On y revient tout le temps. Tout le temps. Alors exactement, je sais que ça vous est cher, mais c'est vraiment au niveau énergétique un entraînement qui demande peu et puis qui a des effets régulants sur ce système nerveux autonome dans les heures qui suivent. On aura une augmentation du tonus parasympathique. Et c'est encore des arguments pour bien déterminer le premier seuil d'endurance et d'être sur la distribution de l'intensité assez stricte là-dessus. Et notamment chez les triathlètes qui s'entraînent beaucoup, et les triathlètes qui s'entraînent beaucoup avec un job, une famille, d'autres obligations sociales ou autres. Et voilà, les sportifs d'élite ont moins d'influence que ça. C'est assez facile chez les sportifs amateurs de voir une mesure de fatigue et puis d'aller l'expliquer. Après, est-ce que les gens sont d'accord de l'entendre et de pas mettre la tête dans le sable, c'est une autre question. Ça c'est l'autre question. Ouais. Et c'est pour ça qu'au début, c'est l'autre question que souvent les triathlètes n'aiment pas entendre. Sur entraînement, surcharge, stimuli de tous les côtés, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça que l'approche, il faut être honnête avec. Si je commence à utiliser ça, je sais que derrière, je vais devoir peut-être adapter à des moments où j'avais peut-être pas prévu d'adapter. C'est ça. Et puis, il va falloir être de nouveau humble devant son carnet d'entraînement et puis peut-être renoncer à ce énième entraînement sur piste avec des hautes intensités en se disant, bon, là, c'est peut-être le moment de lever le pied et puis de faire ce que trop peu d'athlètes qui visent la performance font, c'est-à-dire maintenant, il faut prendre du temps pour la récup. J'ai noté
J'ai noté une chose, c'est que tu parles beaucoup de énergétique. Est-ce que c'est vraiment un terme que vous utilisez dans la recherche médicale ou je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que ce soit une science sortie de nulle part. On parle de l'énergétique dans le système nerveux. Oui, oui. Donc c'est un terme pour rendre un peu accessible, justement, comme on dit, état de fraîcheur ou état énergétique. Là derrière, on n'utilise pas ça dans la recherche, c'est vraiment là derrière des chiffres absolus ça s'appelle la densité spectrale de puissance, mais en gros, c'est des chiffres qui seront liés à l'importance de certaines fréquences dans le signal venant du système parasympathique. Okay. Et en gros, là derrière, c'est cette question de balance du système nerveux autonome et puis de l'activation des deux branches. Donc jusque-là, on a bien compris, tu nous l'as bien expliqué, que la variabilité cardiaque permettait d'identifier relativement facilement en fait, l'état de fraîcheur d'un athlète, je dirais, pour vulgariser un petit peu. Et puis qu'on arrivait relativement bien, pour autant qu'on suive les bonnes pratiques de mesure que tu nous as expliquées tout à l'heure, à mesurer ça. Maintenant, parce que je teste des montres GPS à longueur d'année sur le site, je vois l'évolution depuis plusieurs années. Cette fréquence, cette variabilité de fréquence cardiaque, elle est utilisée maintenant dans des algorithmes qui mesurent tout et rien. Et sur les montres, maintenant, on a des estimations de notre VO2 max qui sont faites à base de mesures de variabilité de fréquence cardiaque. On a aussi des estimations du seuil lactique pour les coureurs à pied. On a vraiment un nombre incroyable de données qui sont issues de cette valeur. Est-ce que vraiment cette mesure de variabilité cardiaque, à elle seule ou quasiment, elle permet de mesurer tout ça, en tout cas d'estimer de manière fiable tout ça? Alors là, c'est intéressant. C'est une autre partie de la variabilité cardiaque. C'est justement comment elle évolue à l'effort et puis qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, Garmin, ils ont des algorithmes qui prennent ça en compte, mais qui prennent aussi l'âge, le poids, la taille et le sexe. À l'effort, ce qui se passe, c'est que pour que votre cœur s'accélère, au début, le système parasympathique va se retirer. Et ensuite, le système sympathique va venir de plus en plus puissant pour accélérer de plus en plus le cœur. Une des applications, voilà, c'est aussi des promesses qu'on a pour le futur. Nous, on est en train de travailler aussi au CHUV là-dessus, c'est de savoir est-ce qu'on peut déterminer le premier seuil ventilatoire en fonction de ça. Et ça, c'est des algorithmes qui justement vont venir progressivement dans les outils. J'ai essayé de fouiller le site Garmin au sujet de l'algorithme sur la définition de la VO2 max. J'ai pas trouvé. Après, je sais que ça vient de l'entreprise FirstBeat qui donne plein de solutions d'analyse de la fréquence cardiaque. Oui, c'est ça. Ouais. Et je les ai contactés, elle m'a répondu hier. Mais je ne posais pas la question, je voulais savoir autre chose plutôt sur leur test de récupération. Mais justement, j'ai eu la confirmation que c'était bien le RMSSD qui est utilisé sur les tests à analyser le matin. Et le seuil lactique de Garmin est a priori basé sur quelque chose où une modification que l'algorithme trouve dans la variabilité cardiaque au fur et à mesure d'un effort incrémental. Après, aujourd'hui, j'ai peu d'informations sur leur méthode exacte, mais comme je disais, en tout cas pour le premier seuil, il y a des travaux déjà qui ont été faits, mais quand on parlera des limites aussi, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Ben justement, je pense que c'est une bonne transition, à moins que tu aies des questions complémentaires, mais je crois qu'on peut aborder le sujet des limites. Juste peut-être avant d'aborder le sujet des limites, revenons juste sur ces algorithmes d'estimation de VO2 max. Toi, dans la pratique, tu testes des gens en labo, donc tu fais une mesure de VO2 max. Tu l'as dit, hein, la plupart, c'est des athlètes d'endurance ou qui possèdent une montre cardio GPS quand ils viennent chez toi. Donc,
À mon avis, tu as déjà eu l'occasion de comparer les mesures que tu as fait en labo par rapport aux données que la montre avait accumulées d'un panel assez intéressant d'athlètes. Ton feeling par rapport à l'estimation de la VO2 max faite par les montres par rapport à ce que tu mesures en laboratoire, c'est quoi? Alors, il est bon. Okay. On va dire en mesure directe, je tombe quasiment à chaque fois à 2-3 millilitres près autour de la valeur donnée par les algorithmes de Garmin. Donc, Garmin, par exemple, sur leur site, ils annoncent quand même des fiabilités avec le labo assez élevées. Moi, je peux l'observer puis la confirmer. Après, faut que la montre soit bien réglée, notamment les paramétrages de l'utilisateur. Le profil de l'utilisateur, c'est ça, un taille, poids, âge, etc. Si ça s'est rempli n'importe comment, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et puis après, ils ont un algorithme dynamique qui prend aussi en compte les séances d'entraînement. Et puis, voilà, ça va bouger pendant la saison. Si on commence à plus faire du tout d'intensité, on aura une tendance à la baisse, alors que la VO2 max peut toujours rester très, très bonne, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend aussi. L'écart type, ces montres-là vont jouer sur l'écart type. Elles vont prendre peut-être 100, 200, 300, 500 mesures, là où toi, tu en prendras une seule. Les montres vont avoir un algorithme qui va te donner une estimation, une statistique, alors que toi, tu vas prendre une mesure, mais leurs statistiques seront peut-être assez fiables parce qu'elles auront effectué X mesures, alors que toi, tu en auras pris qu'une seule. Exactement. Donc, en fait, c'est ce que je constate aussi, l'utilisation des montres qui font l'estimation de cette VO2, c'est que plus on l'utilise longtemps et de manière régulière, et comme on l'a dit aussi plusieurs fois déjà dans ce podcast, avec une ceinture plutôt qu'avec le capteur cardio-optique, au fur et à mesure du temps, la mesure de l'estimation de la VO2 s'affine et devient de plus en plus cohérente par rapport à ce qu'on relève en labo. Tu parlais tout à l'heure de limitation, donc on a bien compris que c'était une mesure que tu nous vendais presque comme magique au début pour les sportifs, que finalement, en développant cette mesure, tu te mettais toi-même au chômage parce qu'on aurait bientôt plus besoin de venir faire des tests dans ton labo. Alors, bon, rassure-nous, pour ton labo, il y aura toujours besoin de venir faire des tests parce que, tu l'as dit, il y a des limitations quand même dans l'interprétation des données de variabilité. C'est clair, on va pas se tirer une balle dans le pied non plus, mais il y a toujours plein d'indications à faire à venir au labo. Mais c'est clair que, on va dire, je sais que les montres ne courront jamais à notre place. Donc ça c'est malgré toutes les promesses des constructeurs. Sur ce chiffre magique, voilà, c'est vraiment, on sait que c'est un biomarqueur très important et qui est lié à plein de fonctions. Et on peut se dire pourquoi tout le monde ne l'utilise pas. Mais on va dire dans les limites, la principale, c'est d'abord s'assurer qu'on fait correctement la mesure et que le signal est de bonne qualité. Donc, si on veut être même un peu geek, on peut aller extraire le signal et l'ouvrir dans Excel, par exemple, pour voir si il n'y a pas des énormes des artefacts, comme on les appelle, donc des biais de mesure complètement aberrantes qui sont juste pas possibles, quoi. Et j'ai vu des sportifs s'inquiéter significativement de leur état de fraîcheur alors qu'au final la mesure n'était pas bonne, et si la mesure n'est pas bonne, il y a strictement aucune conclusion à faire sur ce que la montre ou l'application vous dit, mais aucune. Évidemment, ouais. Alors, quand tu dis il n'y a aucune, mais est-ce qu'on peut nettoyer le signal? C'est-à-dire, tu l'as dit, on peut extraire les données et retirer les artefacts. Est-ce que du coup, on peut quand même utiliser ces données moins l'artefact, ou pour autant qu'il y ait des artefacts, ça veut dire que la mesure n'est vraiment pas bonne? Alors après, dans l'utilisation concrète, on sera face à une boîte noire. La montre nous donnera un chiffre, on n'aura pas ou peu de pouvoir dessus. Certains algorithmes ont un système de filtrage, mais voilà, si le signal est de trop mauvaise qualité, même avec les filtres, moi je conseille de supprimer la mesure. Voilà, dans les limites, on a un problème aussi sur la comparaison interpersonnelle. Ça veut dire que la variabilité d'Hermano, elle sera très différente de la variabilité de Greg et de la mienne. Et puis qu'il n'y a pas de base juste ou faux. Ce qui est intéressant quand on commence à utiliser ça, c'est essayer de faire sa ligne de base personnelle. Et puis de vraiment faire régulièrement la mesure des jours où il y a un lendemain de jour de repos, par exemple, faire 3, 4, 5, 6 mesures un lendemain de jour de repos, puis regarder
la valeur moyenne, ça c'est ma ligne de base. Et puis je peux m'appuyer là-dessus après pour voir, voilà, est-ce que mon RMSSD monte par exemple, est-ce que mes hautes fréquences montent ou est-ce qu'il descend. Et puis ça, c'est difficile de comparer entre les gens parce que chaque personne a sa propre ligne de base. Et on va dire, un des gros problèmes de la variabilité cardiaque, c'est qu'elle est variable. Et puis, c'est son avantage et son point faible. Et puis, nous, on a fait une étude là au CHUV, on a posé les gens couchés pendant 15 minutes, puis on a regardé est-ce que l'analyse entre la minute 2 et 6 est la même entre la minute 10 et 15. Et puis, en fait, même couché, donc il n'y avait pas d'autres stimuli, on a le fils aérien qui nous fait un petit coucou. On a vu l'hypothèse de base, c'était que les valeurs étaient très proches et on voit des valeurs qui se modifient énormément. Et ça, on pourrait juste l'avoir parce que en étant couché, on commence à ruminer quelque chose, on commence à penser à la journée de boulot qui vient ou des choses comme ça. Et voilà, cette fréquence cardiaque-là est très variable. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de contrôler au maximum les conditions pour bien l'utiliser. Et c'est aussi pour ça que vous allez rencontrer des non-croyants, des gens qui nous disent « mais non, c'est trop variable, c'est difficile de faire des bonnes interprétations parce que c'est trop sensible en fait. » Trop de facteurs externes qui peuvent influencer la mesure, quoi. On le disait tout à l'heure, hein, mesurer 5 minutes couché, si tu te recouches et qu'il y a ta conjointe ou ton conjoint qui vient de faire un câlin, ça va avoir ça va générer une interférence sur ta mesure. Ouais, qui te fait un câlin, ou alors qui te crie dessus parce que le steak hier soir était trop cuit. Hein. Je n'ai parlé que d'un câlin, Greg. Il ou elle vient juste se frotter contre toi. D'accord, admettons. Après, c'est vraiment... c'est vraiment un outil pour réfléchir sur sa charge d'entraînement puis son état d'équilibre. C'est pas justement quelque chose qui vous dit noir-blanc. C'est-à-dire, OK, si vous faites un camp d'entraînement puis que vous avez 3, 4, 5, 6, 7 jours d'entraînement de suite, c'est normal que votre variabilité baisse. Vous savez pourquoi. Après, si on rajoute des analyses fréquentielles, on peut définir des types de fatigue. Et la manière avec laquelle les indices bougent peuvent vous donner différents signaux pour adapter la charge d'entraînement ou utiliser d'autres méthodes du catalogue de remédiation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que se dire un RMSSD faible, ça ne veut pas dire forcément un état de fatigue clair. Ça veut dire que le RMSSD n'a pas la toute-puissance. Ce qui se passe, par exemple, si en pré-compétition, des fois, on fait une petite sortie la veille avec 2-3 accélérations, quelque chose de non fatigant, mais qui réveille un peu le système nerveux. Le lendemain matin, on fait la mesure de variabilité cardiaque le jour de la compétition. On est un peu stressé ou autre. La variabilité à la mesure le matin, elle sera sûrement plus basse que votre ligne de base. Et là, il ne faut pas vous dire « merde, je suis fatigué, je ne vais pas pouvoir performer ». C'est-à-dire que votre corps, ça peut être aussi pris comme un signe où votre corps il est prêt à s'activer, à dégrader les ressources, puis à fournir l'effort. Donc c'est toujours un système dynamique à contextualiser. Donc si je te comprends bien, il vaut mieux se fier à des moyennes des X derniers jours plutôt que de tout d'un coup paniquer à cause d'une seule et simple mesure. Alors voilà, comme je dis, il faut la contextualiser. Et après, voilà, si dans le contexte, typiquement, on a ça avec des gens qui commencent à tomber malades, si tout d'un coup, on n'arrive pas à savoir pourquoi notre variabilité change, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière le rideau qui est en train de se passer. Et j'ai une question là-dessus, justement. Est-ce que c'est une mesure aussi qu'on utilise dans le monde médical ou on l'utilise principalement dans le monde sportif ? Alors, ça vient du monde médical. Hein. Comme je le disais en introduction, ça a été fait dans l'analyse de la variabilité cardiaque des fœtus à la base et puis aussi des gens en cardiologie après infarctus notamment. Et après, on a eu plein d'applications. On sait que les gens qui ont des diabètes avancés, ils ont des troubles du système nerveux autonome. Donc, on observera une variabilité ABC chez cette population-là. Les gens qui sont en burn-out,
On a une très forte corrélation avec des questionnaires de stress et puis la variabilité cardiaque a baissé chez les gens en burn-out. Et après, voilà, dans le contexte du sport, on l'applique aussi. Ok. Est-ce que tu as des outils qui permettent de faire ces analyses-là pour des gens qui n'auraient pas forcément une montre qui permet de le faire directement sur la montre, mais qui ont une ceinture cardio, qui peuvent enregistrer des sessions, comme tu le disais, de 5 minutes de variabilité cardiaque? Est-ce qu'il y a des outils disponibles au grand public pour faire l'analyse de ces données? Oui, alors sur smartphone, vous allez avoir toute une palette d'applications. Il y en a qui sont très connus, HRV for Training, Elite HRV. Elite HRV est gratuite. Vous pouvez faire des mesures assez rapidement. Nous, on travaille avec une entreprise qui s'appelle InCorpus, qui permet de faire ces analyses fréquentielles puis d'avoir ces types de fatigue. Après, il y a des applications type ouvertes où on peut juste enregistrer le signal et puis après l'extraire et puis s'amuser avec. Si on peut trouver un peu de fun. Pour les gens qui ont vraiment envie de plonger dans les données d'un fichier Excel. Mais effectivement, l'idée, c'était plutôt de proposer, comme tu l'as fait, des applications mobiles pour pouvoir faire la mesure et puis que finalement, on obtienne directement le processing de ces données que tout le monde ne voudra pas forcément faire à la main tous les matins ou tous les soirs. Exactement. Donc, en fait, on va dire la technologie des smartphones a vraiment accéléré la possibilité d'utilisation parce qu'on peut mettre les gens facilement, on peut la mesurer facilement. Avant, ça se faisait, on donnait une ceinture à la personne faisait la mesure, elle nous renvoyait la ceinture ou la montre, on extrayait le signal, on l'analysait, on lui faisait un feedback. Ça prenait beaucoup trop de temps, c'était trop chronophage, mais la méthode était déjà prometteuse. Avec les algorithmes automatiques et puis la technologie actuelle, on peut vraiment avoir ces mesures très facilement. Par contre, comme on a vu tout au long du podcast, on peut très facilement faire des mauvaises interprétations aussi. C'est ça, ouais. Donc, respecter le protocole et éviter les biais. Exactement. Ouais, voilà. On le répétera jamais assez, mais toujours le faire au même moment. Toi, tu préconises de le faire le matin et puis avec une ceinture plutôt qu'avec un capteur optique plus aléatoire. Donc, je crois qu'on a bien abordé maintenant la question de l'état actuel des connaissances par rapport à la variabilité cardiaque, ce qu'on peut en faire, quelles sont les limitations. Il reste un dernier aspect peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est les promesses pour le futur, parce que tu nous as dit en tout début de podcast que toi tu faisais des recherches là-dessus, ça veut dire qu'on ne sait pas encore tout évidemment sur la variabilité de fréquence cardiaque. Un horizon plus ou moins proche, est-ce qu'il y a des choses passionnantes qui peuvent arriver grâce à cette mesure? Alors, oui, après justement moi je m'intéresse à des recherches qui permettent d'ancrer ce protocole court 5 plus 5 minutes dans la pratique. Ça veut dire, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire les lignes de base de diverses populations. Voilà, chez telle population, quelle est la variabilité sur ce protocole-là. On fait aussi des études de reproductibilité afin de savoir à partir de quelle amplitude de changement il y a un changement significatif. Ça nous permettra d'affiner les interprétations. Moi, je fais des études aussi sur l'effet de certaines remédiations sur le système nerveux autonome. Typiquement, si on fait une mesure avant-après méditation, quel est l'effet? Comment on peut le quantifier? Et puis là, on travaille sur des nouvelles méthodes de récupération où on essaye de confirmer l'effet de certaines méthodes de récupération. Il y a déjà beaucoup de littérature qui existe là-dessus. Et puis, l'idée, c'est, avec ma mesure de variabilité cardiaque, qu'est-ce que j'ai dans mon catalogue pour adapter, pour essayer soit de la conserver, soit de la faire évoluer, ou soit de récupérer, et d'avoir un catalogue plus précis et plus fin sur les effets. Si on parlait de changement de paradigme par rapport à la planification, on va parler dans le futur de HRV-based training. Ça veut dire un entraînement exclusivement lié sur la réponse de variabilité cardiaque.
avec probablement certains entraîneurs qui commenceront à ne plus faire aucune planification, mis à part les objectifs de priorité A qu'on a tous dans le calendrier. Mais ce qui veut dire que là, on n'est plus effectivement sur un entraînement qu'on pourrait vivre actuellement avec une montre clouée au poignet, capteur optique ou capteur thoracique, et avec peut-être un ajustement aussi du ressenti de l'athlète au fur et à mesure de sa course par rapport à sa mesure cardiaque. Là, on est plutôt sur un entraînement ou une planification post-entraînement. Ça commence à arriver, hein. On voit les prémices dans les algorithmes de certaines montres ou dans certains programmes d'entraînement qui sont proposés de manière dynamique et automatique et qui s'adaptent, qui vont proposer d'abord une séance en endurance et puis une séance un petit peu plus dure, puis qui va corréler les données reçues sur ce début de programme, puis qu'après va continuer à adapter. Alors je pense qu'il y a quand même un fil conducteur, mais va adapter les différentes séances qui arrivent par rapport aux résultats obtenus sur les premières. Et je pense que les algorithmes de ces montres est pas mal basé aussi sur cette mesure de la variabilité cardiaque. Donc je pense que c'est quelque chose qui est possiblement dans nos vies de sportifs dans un avenir relativement proche. Ouais, exactement. Donc il y aura ces parties d'affinement de l'utilisation de la méthode à l'effort. Il y a plein de choses prometteuses aussi, mais voilà, il faut toujours se dire que vous courez, vous transpirez, il y a les mouvements, et puis qu'on a un bout de plastique qui essaye de récolter le signal électrique au bout du thorax. Et ça crée beaucoup d'artefacts, justement, et ça met les algorithmes en difficulté. Pour le futur, on a aussi tout le développement technologique. Ça veut dire que les capteurs cardio-optiques, ils augmentent leur précision d'année en année. Est-ce qu'on aura un niveau de précision assez élevé pour faire des bonnes interprétations de variabilité cardiaque? C'est des hypothèses qui sont réelles. On a par exemple l'Apple Watch qui a annoncé une analyse électrocardiographique, donc plutôt sur un aspect médical avec un objectif de détection de troubles du rythme. Ça veut dire que l'Apple Watch peut mesurer les intervalles RR. Toutes les technologies qui permettent de mesurer les intervalles entre les battements cardiaques, elles pourront avoir une application en utilisation et en analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut, par exemple, Elite HRV permet de faire remonter la valeur de variabilité cardiaque dans les journaux d'entraînement, par exemple dans Training Peaks ou dans Strava. Donc on peut avoir l'affichage en parallèle de la charge d'entraînement d'une valeur de variabilité cardiaque. Ça existe aussi depuis un petit moment. Et puis alors quand tu parles de Elite HRV, c'était une application mobile. C'était tout à l'heure. Ouais. Je recentrais le débat un petit peu. Oui, mais ça peut être intéressant parce que comme on le disait aussi, de tout noter et de tout pouvoir corréler, de fait d'avoir cette information qui remonte dans son log d'entraînement. Typiquement, personnellement, j'utilise Training Peaks. Donc, c'est vrai que d'avoir ces informations-là qui remontent automatiquement là-dedans, ça permet d'avoir en un seul endroit, en fait, quasiment tout son carnet de bord d'entraînement et plus. Ouais. Exactement. Puis ça, c'est une vraie plus-value, ces nouvelles technologies, parce qu'avant, c'était du papier, des feuilles Excel, et puis là, vraiment, on a de la chance d'avoir eu ce développement technologique qui permet de compiler au même endroit énormément d'informations. Moi, je pense qu'on a bien dégrossi le sujet. Après, moi, je suis à disposition pour en parler encore. Moi, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Sur le futur, sur l'analyse de la fatigue, il y aura quelque chose qui viendra d'ici peu. Ça s'appelle la sensibilité du baroréflexe, mais ça nécessitera encore d'autres choses. Et puis, l'analyse accessible pour le grand public, elle est assez prémisse aussi. C'est lié justement aussi aux régulations du système nerveux autonome. Ça méritera, je pense, un épisode du podcast dans le futur. Probablement, ouais. Si cette technologie, cette technique aboutit et présente vraiment un intérêt pour le grand public.
Bah, écoute, Cyril, merci beaucoup pour toutes ces explications. Moi, je pense qu'on a vraiment bien creusé cette thématique de la variabilité cardiaque. Alors, tu avais annoncé la couleur dès le début de l'épisode. Il fallait s'accrocher sur certaines parties techniques. J'espère qu'on n'a pas perdu tous nos auditeurs durant cette heure de podcast. Mais il y avait vraiment des informations, je trouve, très intéressantes sur cette variabilité cardiaque. J'ai appris encore plein de trucs, même si, je dois le dire, on en avait déjà pas mal débriefé ensemble avant d'enregistrer cet épisode. Et puis là, j'avais déjà commencé à bien toucher au sujet et puis à me documenter après. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses et qui sont applicables concrètement qui ressortent de cet épisode. On ne manquera pas de mettre dans les notes de l'épisode les liens vers les applications que tu as citées pour qu'on puisse tous s'adonner aux joies de la mesure de variabilité cardiaque tous les matins avec sa ceinture, évidemment. Ouais, je confirme que j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Hein. Pour être totalement franc, je suis arrivé en retard, j'étais un peu fatigué, j'avais peur de ne pas être très efficace et finalement, être abreuvé d'autant d'informations techniques et surtout aussi bien vulgarisées m'ont vraiment réveillé et m'ont donné envie d'en savoir plus. Et puis, ce qui est vachement encourageant, c'est que du coup, non seulement Greg est un adepte plutôt de l'entraînement avec le capteur de puissance, maintenant on intègre la variabilité cardiaque, c'est bien, je vais pouvoir complètement modifier mes méthodes d'entraînement, moi qui étais un vieux sportif old school, sans trop de capteurs, avec des vieux vélos, des vieilles chaussures, je vais complètement me réinventer. C'est ça, notre ami Hermano qui lui utilise sa bonne VMA dans son fichier Excel, là il y a du boulot. Il paraît que c'est dans les vieilles poêles qu'on fait les meilleures soupes. Ouais, bah oui, probablement que les anciennes méthodes sont pas forcément, il n'y a pas forcément tout qui est acheté, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont à aller chercher dans les nouvelles mesures. Effectivement. Ouais, Cyril, merci beaucoup. Ouais, moi, je voulais vous remercier. J'ai passé un super moment. J'adore parler de cette technique qui est prometteuse, que sous-joue de plusieurs limites quand même. Voilà, je rappelle que si on veut bien l'utiliser, il faut bien faire les mesures et puis se poser les bonnes questions. Et puis, essayer d'éviter la sursimplification aussi de l'interprétation et que ce soit quelque chose de dynamique. Je ne sais pas si vous mettez les liens de contact après ou autre, mais moi, je suis volontiers à disposition pour en parler. Mais en tout cas, merci Cyril d'avoir participé à cet épisode. En tout cas, on t'accueillait avec grand plaisir aujourd'hui. Comme d'habitude, les auditeurs, on les invite fortement à laisser une note sur le podcast, sur les plateformes de podcast. Et puis à nous laisser un commentaire pour qu'on puisse continuer à trouver des thématiques qui les intéressent et puis qui voudraient voir abordées dans le podcast. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines avec Hermano pour un prochain épisode de ce podcast. Avec plaisir. Parfait. Merci à tous Cyril. Et puis portez-vous bien. Hein. Merci beaucoup. Toi aussi. Ciao. Ciao.